Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de vie et textes autobiographiques, s'ouvre également aux études historiques. La liste des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.harmattan.fr. À ma mère Fasma. À mon père Mohamed. Avec tout mon amour. La vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se retournant vers le passé. Søren Kierkegaard. Nous avons eu l'impression d'être trahis, ce qui explique notre révolte. Commandant Élie Denoy de Saint-Marc. La seule défaite irréparable, c'est l'oubli. Jean Brune. Preambule. Je suis fille de Harki, et j'ai parfois l'impression qu'avant d'être Malika je suis marquée par ce mot, Harki. Non, il ne m'empêche pas de vivre. Non, ce n'est pas un handicap comme une maladie ou un membre en moins. C'est une histoire inachevée, alors qu'elle aurait pu être réglée dignement si les autorités de l'État avaient voulu, mais ont-elles seulement souhaité le faire à tous les échelons et au bon moment? Je n'ai aucun sentiment de honte. Je n'ai pas à chercher au fond de moi-même la moindre faute. Je suis française parce que mes parents étaient français, et ont choisi de le rester dans des circonstances douloureuses et difficiles, et qu'à leur suite, sans hésitation aucune, j'ai aussi de mon plein gré, opté pour ce pays qui m'avait accueilli quand des échecs politiques accumulés m'ont obligé à quitter la terre où je suis née. N'en déplaise à certains, cette terre c'était aussi la France. Je souhaite simplement tenter de faire ressortir comment, nous, enfants de Harki, avons ressenti une forme d'abandon de la part de ce pays élu. Malgré ce que nos pères avaient fait pour lui, il nous est apparu de nombreuses fois que nous n'étions pas de vrais enfants de la France. Nous ne sommes pas, et n'avons jamais voulu être des immigrés. Nos parents, pour des raisons, et plus souvent des contraintes vitales qui seront évoquées, avaient choisi de tout abandonner de ce qui était leur vie pour tenter un nouveau départ. Nous aurions pu être pour le gouvernement d'alors un magnifique défi. C'était sans doute pour lui, compte tenu des circonstances, une mission peu aisée, puisqu'il faisait face alors à des problèmes de politique tant intérieure qu'étrangère. Mais il avait le choix et même le devoir, de prendre des mesures différentes de celles qu'il a choisies. Nous avons été isolés, je pourrais même dire parqués, mis de côté et le plus souvent oubliés. Pour la grande majorité d'entre nous débarquant du bled, notre degré d'évolution n'était pas celui qu'avait la majeure partie des Français d'Algérie. Serait-il acceptable de nous en attribuer l'entière responsabilité? La France avait-elle veillé en tout temps et en tout lieu à cette évolution? C'est peut-être cela qui nous rendait le plus dérangeant. Quelques actions individuelles ont été menées avec succès par ceux qui nous connaissaient et se sentaient impliqués. Mais pour la quasi-totalité des Harkis, nos parents d'abord, les enfants en grandissant, nous ne comprenions pas. Personne ou presque n'a fait l'effort de nous expliquer cet inconnu où nous étions plongés avec franchise et clarté. Il nous fallait subir. Espérait-on que par enchantement nous allions apprendre et intégrer en un temps record ce que les Européens d'Algérie ou les musulmans des villes avaient acquis pendant plus d'un siècle? Cela aurait nécessité à la fois un lourd investissement financier et une action d'information à mener auprès de la population métropolitaine qui ne savait pas, ne nous connaissait pas, et pour qui nous devenions une charge supplémentaire. Au lieu de mesures franches et massives, on a pris au jour le jour, une mesurette par-ci, une autre par-là. Certes, c'est vrai, on ne nous a jamais totalement abandonnés. On a simplement mis le couvercle sur la marmite, et on l'a laissée mijoter dans un coin en veillant à ce qu'elle ne déborde pas trop. Avec le recul, il m'apparaît que nous constituions une sorte de plaie au flanc du gouvernement d'alors, ainsi que pour ceux qui l'ont suivi. Les mesures appliquées nous ont tenus dans une certaine forme d'apartheid. Nous avons été différents au milieu des autres, et ce malgré tous nos désirs d'intégration et d'assimilation. Nous avons ressenti, peut-être à tort me direz-vous, le sentiment d'être, suivant le terme consacré, entièrement à part. Notre perception et notre doute n'ont fait que croître quand nous avons fait la comparaison avec la façon dont ont été accueillis
les immigrés d'Algérie et de pays d'Afrique nouvellement indépendants venant chercher en France ce que ne leur avait pas apporté cette liberté acquise depuis peu. Ces mêmes Algériens nous qualifiaient de traîtres, et leur président Bouteflika a même traité nos pères de collaborateurs, et ce sur le sol français, sans que cela ne crée de réaction qui aurait dû être violente. Nous aurions pu, si nous avions su, proclamer que nous étions des résistants car nous avions adhéré à la cause de la France, qui nous demandait de la servir quand d'autres arabo-berbères s'en éloignaient. Est-ce notre faute si la France a fait un demi-tour sans préavis ? Les politiques de quelque bord qu'ils soient n'avaient-ils pas affirmé que l'Algérie, c'était la France et que nous serions des Français à part entière ? Alors nous, les enfants de ces harkis, un grand nombre d'entre tout au moins, nous nous sommes battus pour acquérir les connaissances que nous n'avions pas, pour trouver un travail décent et correctement rémunéré, et nous avons en partie comblé le fossé. D'autres malheureusement ont peut-être moins bien franchi l'obstacle. Paresse, atavisme, mode de vie dérangeant, les raisons peuvent se révéler multiples, mais la solitude dans laquelle on les a laissés y est aussi pour beaucoup. Nos enfants arriveront sans doute à faire définitivement cette soudure qui les rendra totalement français. Nombreux sont ceux qui s'y emploient. Mais nos doutes, nos galères les ont marqués. Cependant ils avancent. Mon souhait le plus ardent se résume à une intégration sans partage de nos petits-enfants, à qui sera reconnu le droit de dire que leurs arrière-grands-parents étaient des soldats de la France. 4 générations, ce sera le temps nécessaire pour rattraper le monde qui évolue. Si c'est le cas, je ne peux que m'en réjouir, mais cela ne rayera pas d'un coup de baguette magique les souffrances de nos parents. Je ne me sens pas pour la forme, différente de mes concitoyens français dans ma vie quotidienne. Je ne suis pas limitée par des règles religieuses, je travaille comme tout un chacun, je respecte les lois de mon pays. Mais sur le fond, j'ai parfois l'impression d'appartenir à une espèce de communauté particulière, mais pas de ce communautarisme dont les médias font leur miel. Il s'agit plutôt d'un groupe de quelques milliers de Français qui attend simplement que la nation atteste enfin qu'ils ont bien fait, et au bon moment ce qu'elle leur a demandé de faire, et que pour cela ils méritent sa reconnaissance. Que soit reconnu et condamné sans réserve cet horrible massacre perpétré lâchement contre eux, après le cessez-le-feu et l'indépendance de l'Algérie parce que la France les avait abandonnés malgré les promesses faites auparavant. Pour les harkis encore survivants, ce sera enfin l'occasion de se voir restituer l'honneur qu'ils ont toujours eu à servir. Moi, je suis toujours fille de harki. C'est à la fois une sorte d'étendard et parfois une cicatrice, maintenant refermée, mais encore sensible. J'en suis certes très fière, mais je souffre d'un défaut de reconnaissance. J'aimerais que soit prise enfin au plus haut niveau de la République cette décision de concéder que les harkis ont été massacrés ignominieusement du fait de l'abandon de la France. Cette promesse si souvent faite mais jamais officialisée par un texte approuvé à l'Assemblée. Ce serait pour moi le signe que je peux officiellement relever l'honneur bafoué de mon père, et que son sacrifice n'a pas été inutile. Sans que ce soit comparable, ce sera peut-être aussi le moyen d'empêcher certains politiques, bien peu honorables, de traiter nos parents de sous-hommes ou d'hommes de main. Il ne faut pas non plus espérer que cette dette morale s'éteigne avec quelques subventions pour les associations, quelques décorations et même avec quelques pèlerinages offerts vers des lieux saints comme ce fut pratique courante pendant un temps pas si éloigné, et que nous venons hélas de revoir ces temps derniers. Il paraît que cela est en cours, et que le résultat devrait être enfin acquis sous peu. De ma naissance à mon état actuel de grand-mère, je vais essayer de vous faire vivre ce que fut la vie d'une enfant de harki de sa Kabylie natale à sa Provence d'adoption. Vous découvrirez peut-être ce qui nous faisait aimer notre terre, et la façon dont nos parents ont été traités. Je sais que je ne suis pas la seule à témoigner, beaucoup de harkis ou d'enfants de harkis l'ont déjà fait, mais ce sera une pierre de plus à l'édifice. Il faudrait que nous soyons très nombreux à le faire, tant que nos parents sont encore vivants. Les historiens ou considérés comme tels n'aiment pas les témoignages, ou alors ceux d'autres historiens. Mais d'où tirent-ils leurs sources ? J'en connais certains à l'histoire partisane, celle qui défend un précaré. L'un est du côté du FLN, l'autre ne veut pas qu'on égratigne l'armée française et donc dissimule certaines erreurs, d'autres encore souhaitent protéger l'image idéalisée d'hommes politiques, d'autres encore emboîtent les thèses de certains partis politiques. Est-ce vraiment cela l'histoire ? Oui, il y a les archives,
mais il en manque beaucoup en ce qui concerne l'histoire des Harkis et un grand nombre d'autres ne sont pas encore consultables quand elles existent. Si nous pouvons faire témoigner nos pères tant qu'ils sont encore vivants, dans de nombreuses années, de vrais historiens non partisans découvriront nos écrits. Ils pourront alors se faire une idée plus juste de ce qu'a été notre malheur, avant qu'il ne devienne un espoir. Parmi ceux qui ont relu ce témoignage, certains m'ont fait remarquer que j'avais toujours écrit Harki avec un H majuscule, c'est bien sûr intentionnel. Pour moi c'est un nom propre. Certains puristes et les typographes voudront bien me le pardonner. Bref retour historique. Il me faut bien aborder le cadre général dans lequel se sont déroulées toutes ces années qui ont amené notre exil de la terre, où nous sommes nés et avions pour beaucoup commencé notre vie. Je le ferai brièvement et tel que j'ai tenté de le comprendre en lisant, en cherchant, en écoutant. Ceux qui souhaiteront creuser le sujet trouveront dans toutes les bibliothèques des livres sérieux qui racontent ce que fut l'histoire de ce pays que les Français ont baptisé Algérie en 1838. La diversité de ces ouvrages, écrits par des historiens un peu trop engagés d'un côté ou de l'autre ou par des historiens plus neutres, je n'ose pas dire aux analyses plus conformes à la réalité des faits, pourra aider nos enfants dans la compréhension du drame qu'est toujours une guerre. Ce décodage de l'histoire, je l'ai conduit en me basant sur ce qui est considéré comme les faits, même si j'y ai parfois glissé un commentaire dicté par une analyse la plus honnête possible. Si d'aucuns la déclarent simpliste, je me sens rassuré par le fait qu'elle est partagée par un grand nombre de personnes qui ont été plongées dans ces événements. Et oui, depuis 1954 dans nos 3 départements français, Alger, Oran, Constantine, on se battait. C'est en 1999 qu'on appellera à tort ces événements une guerre. Une guerre se mène entre 2 nations. L'Algérie n'en était qu'une, c'était la France. Il s'agissait d'une révolte, certains diraient maintenant une révolution. Mais cela avait commencé beaucoup plus tôt. Il semble souhaitable de faire un bref résumé des événements, à la source des affrontements qui ont secoué l'Algérie. Le décret Crémieux en 1870 avait donné aux Juifs d'Algérie le statut de citoyens français. Ce séparatisme avait été très mal accepté par les indigènes. Après la défaite de 1870 contre les Prussiens, le prestige de la France avait perdu de son éclat en Algérie. Des régiments de zouaves, de tirailleurs, de spahis et de chasseurs d'Afrique avaient participé courageusement au combat, et avec de fort belles actions d'éclat. Mais la mentalité arabe n'admire pas les perdants. Et la France était vaincue. Lors de la Première Guerre mondiale, les contingents venus d'Algérie étaient encore nombreux et la victoire vint couronner les efforts. Mais le germe semé auparavant restait vivace. C'est aussi après la victoire que la métropole fit venir d'Algérie un certain nombre d'ouvriers, pour compenser les pertes masculines causées par l'immense tuerie de ce conflit. Employés à des travaux le plus souvent subalternes, ils n'avaient pas de qualification, ils ont été pris en main par les partis politiques extrémistes, tels les communistes, qui ont semé, cultivé et fait prospérer le moindre désir de souveraineté et d'indépendance. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 260 000 soldats d'Algérie et du Maghreb, l'armée d'Afrique, mi-indigène, mi-français d'Algérie avait d'abord effacé la honte de la défaite de 1940. Ce sont eux qui, à part égale avec nos alliés, avaient relevé l'honneur de la France défaite en boutant l'envahisseur nazi hors de Tunisie d'abord, d'Italie ensuite et hors de France pour l'amener à la capitulation. 30 000 des leurs, à part égale pour chaque communauté, avaient donné leur vie pour ce faire. Ce sacrifice valait pour un nombre certain d'indigènes le droit d'être considérés comme des citoyens à part entière du peuple français. En 1944, De Gaulle signe une ordonnance qui supprime le code de l'indigénat et prévoit l'extension de la citoyenneté à l'ensemble de la communauté musulmane. Il a fallu attendre que la signature soit honorée par le même De Gaulle plus tard, mais beaucoup trop tard. Les indigènes avaient attendu 13 nouvelles années, c'était en 1958. Certains de ces soldats indigènes, dont des officiers et des sous-officiers, brillants combattants, firent entendre qu'ils voulaient être français à part entière. On leur accorda ce droit, mais avec certaines conditions, ce qui créa encore un certain nombre de réactions négatives, certains refusant finalement le bénéfice de ce droit, d'autres démissionnant et quelques-uns désertant. De leur côté, les partis politiques avec Messali Hadj et Ferhat Abbas menaient la lutte depuis longtemps.
Les maladresses du gouvernement français vis-à-vis de ces deux leaders d'opinion n'avaient rien arrangé. Les événements de Sétif-Guelma, en mai 1945, qu'il faut appeler par leur nom, les massacres, furent les premières alertes sérieuses entraînant une escalade terrible. Ils se sont déclenchés surtout à Sétif et dans le massif des Babors en Petite Kabylie. Il y eut également un soulèvement à Guelma, mais moindre et dans quelques villes du Constantinois. Une centaine d'Européens a été massacrée, un peu plus de 200 blessés, ainsi qu'un millier d'indigènes francophiles. Cette insurrection a visé aussi bien des fonctionnaires de l'État que des civils européens, y compris femmes et enfants. Les émeutiers souhaitaient la libération de Messali Hadj, alors détenu, et voulaient créer un réduit d'Algérie indépendante dans le massif des Babors. Sur ordre du gouvernement, message du 11 mai 1945, signé de Gaulle, la répression fut terrible. Le chiffre des émeutiers tués, difficile à vérifier, est compris entre 2000 suivant des sources françaises et 60 000 suivant les sources algériennes. Lors des enquêtes menées par la suite, il a été arrêté à un total qui semble encore exagéré, de 5 000 morts et de très nombreux blessés. Cette répression dans les douars s'est appuyée sur de nombreuses exactions, Gourbis brûlés et détruits, femmes violées, pillages. La marine a tiré depuis la mer plus de 800 obus de gros calibre sur des objectifs civils. L'aviation a bombardé les douars des suspects soupçonnés des meurtres et enfin l'armée, légions, tabors, spahis, tirailleurs algériens ou sénégalais, a remis de l'ordre partout où cela paraissait nécessaire, souvent hélas par élimination pure et simple des suspects. Dans ses mémoires de guerre, De Gaulle résume ce drame par à peine 3 lignes. En Algérie, un commencement d'insurrection survenu dans le Constantinois et synchronisé avec les émeutes syriennes du mois de mai a été étouffé par le gouverneur général Châtaigneau. Le général Duval, chargé de la répression, avait souligné dans son compte-rendu qu'il avait ramené la paix pour seulement 10 ans. Il n'a pas été entendu. Pourtant, l'avenir lui donnera raison. Hélas, De Gaulle, comme il le dit dans son message de démission, a vu s'évanouir tous les espoirs que les Français et lui-même avaient formés après la libération de la France. La consultation électorale d'octobre 1945 a donné la victoire au Parti communiste, 26,1% des voix, devant le MRP Parti gaulliste, 25,6% des voix, et devant les socialistes, 24,6% des voix. La gauche est donc majoritaire à l'Assemblée. Considérant que les partis ont fait la preuve de leur ignorance, de leur mauvaise foi et de leur impéritie, malgré sa reconduite à la tête du gouvernement en novembre 1945, De Gaulle supporte mal les atteintes faites à son autorité et démissionne le 20 janvier 1946. Avec son art du verbe, et la légitimité qu'il s'était octroyée, il laissera en fait la France dans un état guère plus brillant, à l'exception de son envahissement, qu'elle n'était avant lui. Il est évident que cela va laisser des traces. Les partis politiques algériens, autorisés ou non, continuent l'action et évoluent de plus en plus vers l'indépendance. J'évoquerai rapidement les 3 principaux partis et leurs leaders, pour recadrer un peu le théâtre des opérations. Messali Hadj est le père spirituel de l'indépendance de l'Algérie. Fondateur de l'Étoile nord-africaine, ENA, en 1926. Ce parti est dissous en 1937. Il crée le Parti du peuple algérien, PPA, puis le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, en 1946, vivier dans lesquels vont être formés les cadres de la lutte de libération nationale. Ferhat Abbas, d'abord favorable à la politique d'assimilation avec un maintien du statut personnel, milite activement au mouvement de la jeunesse algérienne. Il est diplômé docteur en pharmacie en 1933. Devenu plus radical, il dénonce le code de l'indigénat. Il fonde en 1938 l'Union populaire algérienne. Il publie le 10 février 1943 le Manifeste du peuple algérien où il parle pour la première fois à la nation algérienne. En mars 1944, il crée l'Association des Amis du Manifeste de la Liberté AML. Il est soutenu par le cheikh Brahimi de l'Association des Oulémas et Messali Hadj. Au lendemain des émeutes de Sétif, il est arrêté et l'AML est dissoute. Libéré en 1946, Ferhat Abbas et son compagnon de cellule Chérif Sadan, également arrêté pour le massacre de Sétif, fondent l'Union démocratique du Manifeste algérien, UDMA. En juin,
le parti obtient 11 des 13 sièges du deuxième collège à la seconde assemblée constituante et Ferhat Abbas est élu député de Sétif. Après le refus à 2 reprises de son projet sur le statut de l'Algérie, il démissionne de l'Assemblée en 1947. Il rejoint d'abord secrètement, en mai 1955, le FLN, puis annonce publiquement son ralliement et la dissolution officielle de l'UDMA le 25 avril 1956. Dès le 20 août de la même année, à l'issue du congrès de la Soumam, il devient membre titulaire du CNRA, Conseil national de la Révolution algérienne, puis entre au CCE, Comité de coordination et d'exécution, en 1957. Ferhat Abbas devient ensuite président du premier gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, à sa création le 19 septembre 1958, puis du second GPRA, élu par le CNRA en janvier 1960. À l'initiative du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, CRUA, le Front de libération nationale est créé au mois de novembre 1954, en appelant à l'union de toutes les forces politiques nationalistes pour la lutte de libération du pays afin d'obtenir de la France l'indépendance de l'Algérie. Les chefs historiques du FLN sont Krim Belkacem, Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben Meidi, Mohamed Boudiaf, chef de l'État en 1992, Rababita et Didouche Mourad. Le FLN possède une branche militaire, l'ALN. Armée de libération nationale, armée par l'Égypte. Le mouvement s'organise et en 1958, le FLN forme un gouvernement provisoire, le GPRA. C'est avec ce dernier, et hélas seul interlocuteur que De Gaulle négociera en 1962 les accords d'Évian. Ces accords, qui ne sont en fait que de simples déclarations générales des 2 délégations du 18 mars 1962, prévoyaient un cessez-le-feu dont l'application est fixée au 19 mars. La mise en place d'un exécutif provisoire et d'un haut-commissaire représentant l'État français. La libération des prisonniers dans les 20 jours et une amnistie générale. L'organisation d'un référendum d'autodétermination dans un délai de 3 à 6 mois. Si l'indépendance l'emportait lors du référendum. Des garanties prévues pour les personnes conservant le statut civil de droit français. La mise en place du retrait des troupes françaises. Le gouvernement français voulait conserver la base navale de Mer el-Kébir ainsi que ses installations au Sahara, où était en expérimentation la force de frappe française et ce, pour un délai d'au moins 5 ans. Dès le cessez-le-feu, le FLN a violé les accords en assassinant Pieds-Noirs, Harkis ainsi que tous les indigènes connus pour leur francophilie. Ces crimes ont atteint leur sommet après le référendum d'autodétermination, amenant l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962. Les hommes de l'ALN, accompagnés des auxiliaires temporaires occasionnels, ATO, ceux-ci étaient recrutés dans les unités de forces locales que l'armée française avait formées après le cessez-les-feux avec ses appelés musulmans. Ces militaires algériens ont déclenché alors un véritable génocide à Oran, et quelques-uns perpétrés dans d'autres villes. Ces enlèvements et assassinats souvent précédés de monstrueuses tortures ont visé les Pieds-Noirs, mais surtout les Harkis et autres supplétifs, ainsi que leurs familles. Le gouvernement totalement timoré les avait honteusement abandonnés. De Gaulle avait cantonné l'armée dans ces quartiers avec des ordres stricts de non-intervention, que certains officiers généraux ont exécutés littéralement et sans murmure. Ces assassinats ont duré jusqu'à la fin de l'année 1962, en particulier pour les Harkis, le plus grand nombre des Pieds-Noirs ayant gagné la France. On évalue les morts et disparus Harkis à plus de 100 000 et ceux des Européens à 15 000. La faute de la France n'est toujours pas reconnue dans ce drame de l'abandon. Il est vrai que De Gaulle n'allait pas s'auto-flageller, ce n'était pas le genre. Les autres politiques qui lui ont succédé ont embouqué le même chemin. Est-ce le souhait de ne pas toucher à l'icône que certains entretiennent avec dévotion ? Les dorures du cadre gaullien ne résisteront pas toujours à l'usure du temps. Il faudra bien convenir un jour que par la volonté d'un seul homme, qui n'aimait pas les Pieds-Noirs et encore moins les Arabes, d'effroyables massacres ont été commis. Hélas, toujours dans la ligne qu'il avait tracée, les successeurs de droite ou de gauche ont par bribes et petites touches apporté un semblant de reconnaissance de l'abandon de la France, mais jamais à la hauteur de ce qu'ils ont fait très justement pour la Shoah,
pour l'Alsace-Lorraine et leurs enrôlés de force dans l'armée allemande ou encore pour les Arméniens. C'est pourtant ce qu'attendent les Harkis, qui sur ce chapitre ont bien du mal à croire aux promesses sempiternellement renouvelées. Leur potentiel électoral ne serait-il pas assez conséquent ? L'historien algérois Xavier Iacono écrivait que faute d'avoir pu réaliser sa grande idée, l'organisation des colonies en un ensemble fédéral ayant l'Algérie pour pièce maîtresse, De Gaulle, en grand acteur, prit figure de décideur et préféra jeter le manche après la cognée en acceptant les abandons successifs que sut lui imposer un adversaire dont la principale force fut l'attitude de refus systématique. Le grand acteur, même s'il est toujours et encore glorifié par certains, aura causé des dégâts et fait naître des déchirures considérables. Mon village d'Abada. Depuis toujours, ma famille vivait à Abada, petit village de Grande Kabylie, perdu sur une des hauteurs des montagnes derrière Délis et proche d'Afir. Vous ne connaissez peut-être pas la Kabylie. Le paysage est très mouvementé, et les habitations se concentrent sur les hauteurs séparées par les vallées, en haut des mamelons, sur des positions qui permettaient aux habitants d'assurer leur défense en cas d'attaques ennemies. Les Kabyles berbères ont toujours été et restent très indépendants. On peut le comprendre, puisqu'ils étaient à l'origine parmi les premiers et seuls occupants de ce pays. Ils ont ainsi construit leur village de façon à pouvoir faire face aux luttes entre les tribus, rivales parfois depuis un temps immémorial. Ces mêmes tribus ont été parfois capables de s'allier pour faire face aux diverses invasions qui se sont succédées. La Berbérie, la Numidie, la Maurétanie, l'Africa appellation grecque ou romaine, ou Jazira al-Maghrib appellation arabe, sont les noms qui ont désigné ce pays sur les cartes. Cette terre a vu défiler au cours des siècles de nombreux conquérants. Phéniciens, Romains, Vandales, Arabes, Ottomans et Français, avant de devenir l'Algérie, nom que lui a donné la France en 1838 et enfin la République algérienne en 1962. Je pense à ce sujet que l'on peut résumer ces conquêtes en disant que seuls les Romains et les Français ont vraiment apporté à ce pays quelque chose en échange de ce qu'ils lui ont pris. Vision courte et rapide peut-être, mais je m'appuierai sur la définition du mot colonisation dans le Petit Robert. Il y est dit, 1. Le fait de peupler de colons, de transformer en colonies. 2. Mise en valeur, exploitation des pays devenus colonies. Les Vandales, les Arabes, les Turcs ont-ils installé une infrastructure, ont-ils mis en valeur le pays ? Non, ils l'ont soumis à l'impôt, ils l'ont exploité. Alors à tout prendre, même si la France a cultivé ses intérêts en Algérie, même si elle n'a pas fait tout ce qu'elle aurait pu faire au profit des indigènes, les pieds noirs ont laissé de l'autre côté de la Méditerranée un pays développé industriellement et en parfait état de marche. Les Phéniciens ne souhaitaient pas s'implanter à l'intérieur du pays, seule la bordure maritime intéressait ce peuple de navigateurs et de commerçants. Ils ont aménagé des comptoirs qui permettaient à leurs navires d'avoir un abri chaque soir. La seule trace phénicienne au cœur du pays est Sarim Batim, par la suite Sirta puis Constantine, qui leur servait de base avancée pour leur commerce vers le sud de l'Afrique. Les Romains ont fait de cette partie du Maghreb le grenier à blé et à huile de la Rome antique. Ils ont construit, cultivé et apporté leur technologie. Les nombreuses ruines romaines en témoignent. Les Sévères, d'origine berbère, furent à la tête de l'Empire romain. Caracalla, fils de Septime Sévère, a laissé une marque profonde en Maurétanie. Les Romains ont également assuré le développement du christianisme en Afrique du Nord. Les Berbères, pour la plupart animistes, avaient été gagnés dès le II siècle par le monothéisme des Juifs implanté depuis longtemps. On retrouve la trace d'un concile catholique à Carthage en 220. Il y eut de nombreux évêques en Algérie, Saint Augustin est le plus célèbre. Au II siècle, ce sont les Vandales qui envahissent le pays et chassent les Romains. Ils n'apporteront rien et vivront sur ce que les Romains ont installé. Ils sont chassés au II siècle par les Byzantins. Ceux-ci se heurtèrent aux mêmes difficultés sérieuses avec les tribus, qui s'étaient déjà révoltées contre les Vandales. Les Arabes pénètrent au Maghreb en 647. Ils réussissent à s'y implanter brièvement pour le conquérir à partir de 684. Ils imposent la religion musulmane, contre ceux qui ont du mal à s'y résoudre, ce sera par le sabre bessif. Ils doivent faire face à des batailles très dures. La Kaena, princesse berbère des Aurès, unifie toutes les tribus sédentaires et nomades du nord au sud pour stopper l'envahisseur.
Elle reconduit prestement Oqba ben Nafi, aux frontières de la Libye actuelle. Après ce premier succès, elle se laisse entraîner dans des intrigues qui font échouer la seconde résistance à l'invasion arabe. Maîtres du terrain, ces derniers, après avoir converti les Berbères, en font le fer de lance de leur armée qui s'en va à la conquête de l'Espagne et d'une partie de la France. À partir de 1515, les Ottomans arrivent et assurent leur domination sur le pays. Ils ne sont là que pour en tirer l'impôt qu'ils font récolter par leurs janissaires. Ils se heurtent eux aussi aux fortes oppositions de certaines tribus. Sous l'Empire ottoman, Alger devient un repère de pirates écumant les mers. Ils arraisonnent les bateaux, pillent la marchandise et vendent les passagers et membres d'équipage de race blanche comme esclaves, sauf si leur famille ou leur pays peuvent les échanger contre une forte rançon. De nombreux États ou royaumes, excédés par cette entrave à la circulation de leurs navires en Méditerranée, cessaient à la conquête: Angleterre, Espagne. Alger sera souvent bombardée. Charles Quint tentera un débarquement, qui ne réussira pas. Ce sont les Français, après le coup d'éventail infligé par le Dey à Mister Deval, consul de France, qui décident de mettre fin aux agissements ottomans. En juin 1830, ils établissent une tête de pont à Sidi Ferruch et prennent Alger. À partir de là, ils feront la conquête complète du pays et l'appelleront Algérie en 1838. Les derniers à avoir résisté aux Français sont les Kabyles, qui seront soumis en 1871 après de dures et sanglantes batailles. Mais si la France a permis en Algérie l'essor de l'agriculture, des infrastructures, de l'industrie, elle n'a pas pu et n'a pas peut-être vraiment voulu, dans de nombreux domaines, faire évoluer cette population qui vivait avec un énorme retard et sous des lois ancestrales par rapport à la civilisation de l'Europe. En ville, là où siège l'administration, une avancée se fait naturellement. Mais dans le bled où la population est disséminée sur de grands espaces, la France était plus lointaine et son action bien moindre. Les Kabyles, Berbères, et beaucoup d'autres s'estimaient les vrais propriétaires de cette terre. Bon, j'avoue que là je suis quelque peu de parti pris. Après ce tour d'horizon rapide et sans doute très incomplet, je reviens à mon village et à ma famille. L'indépendance d'esprit des Kabyles avait d'ailleurs en mon père un défenseur acharné. Les démêlés actuels des Kabyles avec le pouvoir FLN en place démontrent, si besoin est, que son cas n'avait rien d'isolé. Mon village comptait à peine 400 habitants. Contrairement aux habitations bâties depuis l'indépendance, du genre cube de béton sans grand caractère, nos maisons n'étaient pas très grandes, toutes blotties les unes contre les autres, mais adaptées à la taille de chaque famille ainsi qu'au climat. Le bourg le plus proche était Afir. Les habitations étaient en pierre. Les montagnes voisines en recelaient suffisamment pour que les hommes puissent les extraire et les assembler à sec après les avoir taillées. Toutes les pierres récupérées dans les champs au moment des labours étaient également gardées soit pour les maisons, soit pour les murettes. Les murs étaient épais, assurant une certaine fraîcheur l'été et protégeant plutôt bien du froid l'hiver. Les fondations étaient profondes pour compenser le plus souvent la pente du terrain sur lequel on bâtissait. Le toit était supporté par des poutres, que les forêts voisines nous donnaient en abondance. Un pilier central en bois supportait quand c'était nécessaire, la poutre maîtresse enchâssée au pignon dans 2 encoches. Les autres poutres s'appuyaient elles aussi sur des emplacements ménagers, sur les 2 murs latéraux. Toute cette charpente était recouverte de fascines faites avec des roseaux ou des rameaux, résultant de la taille des oliviers. Non seulement cela procurait une isolation, mais ensuite ce toit feuillu était recouvert d'argile lissée sur laquelle étaient posées les tuiles. Parfois, dans certaines maisons, le toit était fait en terrasse, avec un mélange de terre argileuse et de paille sur une structure en bois, mais ce n'était pas le cas à Abada. Le plus souvent il n'y avait pas de fenêtre ou alors très petite. La seule ouverture vers l'extérieur était la porte. Elle est toujours placée sur le mur latéral. Par tradition, elle reste ouverte du lever au coucher du soleil, même en hiver. Mais on n'entre pas sans en avoir demandé l'autorisation, si l'on n'y vit pas. C'est en général une porte à 2 battants, car elle sert aussi à faire entrer le bétail à l'abri pour ceux qui en possèdent. Ce sont des maisons simples, chacune abritait un foyer, c'est-à-dire un couple et ses enfants. On y trouve éventuellement aussi les frères et sœurs célibataires du mari. Les fils qui se mariaient se construisaient une maison accolée à celle des parents, il en était de même pour les oncles ou tantes.
Elles donnaient toutes sur la même cour commune ceinte d'un mur en pierre qui isolait ce noyau familial de l'extérieur. Ce mur de protection n'avait lui aussi qu'une seule porte vers l'extérieur, dite porte du dehors. Les rues étaient la plupart du temps très étroites. Il n'y avait pas à l'époque de problème de voiture. Personne n'en possédait à Abada. Seuls les animaux de bas, ânes et mulets pour les plus riches des habitants pouvaient aider au transport. Sinon l'entraide jouait et les hommes ou les femmes se regroupaient pour arriver à transporter le nécessaire. Les ruelles étaient souvent des impasses. Elles rayonnaient autour de la placette où se trouvait le lieu de réunion des hommes. Quant au chemin d'accès du village, ce n'était rien d'autre que des pistes caillouteuses. À l'intérieur de la maison, il n'y avait qu'une grande pièce dans laquelle on faisait tout. La surface de la nôtre était de 70 mètres carrés environ. Le foyer était installé sur le côté du mur orienté dans le sens général des vents. L'évacuation de la fumée, par un trou dans le toit, se passait ainsi dans les meilleures conditions et il n'y avait pas de retour à l'intérieur. Ce foyer nous permettait de nous chauffer l'hiver quand la neige recouvrait les montagnes et qu'un vent froid enveloppait le village. Ma mère y faisait la cuisine quotidienne. En été, elle préparait les repas à l'extérieur, dans un endroit qu'elle avait elle-même aménagé. Il faisait ainsi plus frais que dans la maison, et les activités à l'extérieur étaient plus agréables. Les murs intérieurs et le sol étaient recouverts d'un enduit épais, un mélange de terre, de paille et souvent de bouse de vache qui constituait un excellent liant. Cette couche assurait ainsi une parfaite isolation. Ensuite était apposée une épaisseur d'argile blanche. Elle apportait de la clarté dans la maison. Elle pouvait être agrémentée de dessins géométriques traditionnels. Les sols étaient également recouverts d'une couche d'argile rouge, celle-là était renouvelée chaque année. Ce travail intérieur était assuré par les femmes, alors que la construction du gros œuvre était réservée aux hommes. De part et d'autre du foyer intérieur étaient rangées les literies composées de couches de tissu épais cousues entre elles, faisant fonction de matelas et d'isolants, et des couvertures en plus ou moins grand nombre suivant la saison. Nous déplions tout cela chaque soir et le rangions le matin. Sur des étagères creusées dans l'épaisseur du mur ou pendues à la paroi, on trouvait les ustensiles dont ma mère avait besoin. Il n'y avait pas de table ni de chaise, mais des nattes tressées par terre. La vaisselle était constituée de plats et de marmites modelées en argile par ma mère. Plus tard, des seaux ou des cuvettes en métal ont fait leur apparition sur les marchés locaux. Je n'ai pas parlé des ikoufans. Ils représentaient pourtant une des choses presque la plus importante de la maison. Ce sont de grandes jarres en terre crue, dans lesquelles on stockait le blé, l'orge, les figues, les raisins, les fèves, bref tout ce qu'il fallait conserver après l'avoir ramassé et fait sécher. On les remplissait par une ouverture en haut. Suivant leur taille, une ou parfois deux ouvertures s'étageaient sur leur façade avant permettant un service au fur et à mesure des besoins. Des bouchons en liège, la plupart du temps, empêchaient l'entrée de l'air ou les dégâts des rongeurs. L'ikoufan renfermant les figues sèches avait toujours beaucoup de succès. Ce fruit remplaçait les bonbons, douceur inconnue alors des enfants kabyles. Les ikoufan étaient l'œuvre de la maîtresse de maison, ministre de la gestion des ressources alimentaires nécessaires à la vie de famille. Ces jarres étaient modelées sur place. L'argile utilisée ne bénéficiant pas de cuisson, il n'y avait pas de foyer assez grand pour ce faire. Elles étaient soit de leur couleur naturelle, soit blanchies à la chaux et souvent décorées par les motifs en lignes brisées qu'on retrouve dans l'artisanat local. De forme ronde, quelquefois carrée ou rectangulaire, de taille variable, elles pouvaient contenir jusqu'à 1 mètre cube. Plus la famille était riche sur le plan agricole, plus elle en possédait. Il y avait aussi la jarre à huile et la grande jarre à eau. Les ikoufans étaient placés côte à côte sur une sorte de bâti qui les mettait à hauteur d'homme. La tasbalte, jarre à eau, était souvent près de la porte pour qu'on puisse y verser l'eau quand on revenait de la source. L'akbali, jarre à huile d'olive, n'avait pas de place définie. On trouvait la plupart du temps, le long du mur face à la porte, un métier à tisser vertical. Il revenait encore à la mère de confectionner couvertures et vêtements en laine pour la maisonnée, depuis le burnous des hommes aux vêtements chauds des enfants. Le reste de l'habillement, robes, jupes, sarouels, entre autres, était également cousu par la maman avec des tissus achetés à des colporteurs qui passaient régulièrement. Dans cette même pièce, séparée par un muret, dans un léger contrebas, mais à l'opposé de la partie foyer et vie,
maman avait installé un coin pour la toilette avec là aussi une jarre contenant de l'eau. Le reste de la place servait à stocker différentes choses dont le besoin n'était pas permanent. Mon père avait soigneusement construit dans cette partie ce qu'on appellerait pompeusement maintenant une sorte de mezzanine, avec du bois qu'il avait travaillé lui-même. En fait, c'était un faux grenier dans lequel on trouvait la senduc, coffre familial en bois sculpté, orgueil de toute famille kabyle, et dans lequel étaient conservées les richesses assez maigres que nous possédions, linge entre autres. Il n'y avait pas de toilette dans la maison. Un coin à l'extérieur était réservé à cet usage. L'hiver, quand il faisait très froid, ce n'était pas une promenade agréable. Nous n'avions pas de bétail, seulement quelques volailles, mais les gens qui en possédaient construisaient dans cette partie basse de la maison un mur de séparation avec le lieu de vie et y abritaient l'hiver l'âne, les moutons et les chèvres. Nos volailles, elles picoraient allègrement à l'extérieur de la maison, où ma mère avait construit une sorte de poulailler pour les abriter. Quand nous franchissions la porte de la maison, dans la cour juste en face se dressait la maison de mon grand-père paternel. Lui et ma grand-mère, que je n'ai pas connue très longtemps, elle est décédée assez peu de temps après ma naissance, vivaient avec nous suivant la tradition. C'était mon père qui avait entièrement construit ce logement. Mais au lieu d'être en pierre, c'était une armature de bois. Il était allé lui-même couper dans la montagne le bois nécessaire, et l'avait débité en madrier et en planches. Puis les planches avaient été fixées sur l'armature, et ensuite enduites d'une épaisse couche de torchis exactement comme pour l'extérieur et l'intérieur de notre maison. Mon père chassait, c'était pour lui une passion, ce qui fournissait de la viande à la famille en plus des quelques poulets que nous élevions et des morceaux de mouton qui étaient achetés pour agrémenter les plats de fête. Mais nous ne mangions pas de la viande quotidiennement. Le travail de mon père consistait à fabriquer des tuiles pour un patron installé à proximité. C'était une fabrication très artisanale et parfois intermittente, suivant les besoins du village ou d'autres commandes. Cela demandait quand même à chaque fois beaucoup d'énergie. En effet, il fallait extraire l'argile que l'on devait écraser pour la broyer, la débarrasser de ses impuretés. Ensuite, suivant le résultat à obtenir, on effectuait le mélange avec une plus ou moins grande quantité de sable et d'eau, pour obtenir la consistance qui permettait de les mettre sur un moule tronconique pour les arrondir et leur donner la forme finale. Après les avoir laissées sécher quelque temps à l'air, elles étaient cuites dans un grand trou où brûlait un feu très nourri. C'était ce qu'on appelle des tuiles canal. Mon père travaillait finalement beaucoup plus au champ, qui était un bien de famille. Cependant, cela n'avait rien à voir avec les terres arables qu'on peut trouver dans d'autres régions algériennes. Tout ou presque était pentu. Il fallait donc avant tout mettre à niveau la pièce de terre pour y pratiquer les travaux agricoles. Pour réaliser ces parcelles, pas très grandes, une corvée collective des hommes venait à la pioche aplanir au mieux le terrain quand cela était possible, énorme et difficile travail. On pouvait ensuite labourer et semer les céréales de base, blé et orge. Sur les zones plus tourmentées au niveau du relief avaient été plantés des oliviers et des figuiers. La grande richesse de mon père était constituée de 3 grands oliviers et d'une trentaine de figuiers. Il entretenait ces arbres avec passion et une attention constante. Il griffait la terre régulièrement, taillait les branches qui s'en allaient dans tous les sens comme savent si bien le faire les rameaux de ces arbres qui semblent avoir des goûts de liberté ou d'indépendance très vifs. C'est peut-être pour cela que ces arbres poussent si bien en Grande Kabylie, où les contraintes étrangères sont mal supportées. Il assurait ainsi par ce travail continu et attentif, une récolte de meilleure qualité. Papa et maman entretenaient aussi un jardin potager, dans le grand enclos de la maison. Ils fournissaient tous les légumes nécessaires à la consommation familiale. Ce jardin était situé sur un terrain très légèrement pentu. Il tenait compte de cette inclinaison pour définir l'endroit où seraient plantés les différents légumes. Ceux qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'eau lors des arrosages étaient sur le haut de la pente, et ceux qui sont toujours assoiffés pour une bonne croissance étaient semés vers le bas, et l'eau aussi bien de pluie que d'arrosage était toujours plus abondante en cette partie. Toute la famille à la saison était courbée sous les oliviers pour ramasser les précieux fruits, qui fourniraient l'huile pour toute l'année. Nous récoltions aussi suivant la saison des salades sauvages ou des champignons. En fait, c'était une famille de paysans simples et tranquilles, Mohamed mon père, Fasma ma mère et Mohamed mon frère aîné, un peu comme tous leurs voisins.
Il faut aussi que je vous dise qu'à Abada, il n'y avait pas de métropolitain, rien que des Kabyles. Il n'y avait pas d'école, pas de bâtiment administratif édifié. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.